une vidéo de test de ce Pioneer A40 que l'on nous retourne avec l'indication se met en sécurité après 30 minutes à 1h30 avec un volume de 30%. Or, je ne constate absolument aucun paramètre électrique qui puisse déclencher ce type de coupure, si ce n'est une détection thermique qui serait tout à fait normale en cas d'une chauffe excessive. Donc le client indique 30%. Je vais vous montrer que la position 1/3 du potentiomètre de volume correspond déjà à un niveau audio très important, puisqu'on se situe aux alentours de 20 watts. Vous voyez ici, les deux canaux sont présents. J'ai connecté sur la sortie droite ce multimètre avec une indication en décibels. J'ai calibré le 0 décibel sur le volume maxi de cet appareil, qui se situe à cette position de volume avec une entrée dont les caractéristiques sont 1000 Hz et un niveau de 2 volts, donc ce qui correspond au niveau de sortie d'un lecteur CD. Donc dans ce cas, effectivement, l'ampli véhicule un courant très important. On est donc à 0 décibel, ce qui correspond aux performances maximales de cet appareil. Vous voyez à l'oscilloscope une amorce de distorsion sur les deux canaux. Je peux monter un petit peu plus fort afin de vous montrer à quoi cela correspond. Voilà, là je suis à plus 0,7 décibels. Et vous voyez le taux de distorsion très important ici avec un écrêtage de la sinusoïde. Donc je vais maintenant remettre la graduation du potentiomètre de volume à sa position à peu près 1/3. Et vous le voyez qu'on est, par rapport au niveau maxi de l'ampli, à un niveau de moins 5 décibels. Donc c'est vraiment un niveau audio très important pour un petit amplificateur de ce type. Donc on est légèrement en dessous de la mi-puissance. Donc on est à un petit peu moins de 50% des performances de cet appareil. Mais il faut savoir que ça ne peut pas être un niveau soutenu sur un laps de temps relativement long. Surtout qu'a priori, cet appareil nous est envoyé par le magasin Son Vidéo de Antibes. Je suppose donc que cet appareil fonctionne dans des conditions de température élevée, puisque la température environnante est relativement élevée dans cette région du sud-est. Comme vous pouvez le constater, cet appareil est sur la graduation de volume qu'on m'indique, donc à peu près 1/3 de sa position maximale. Les courants de repos, donc le courant qui circule dans les deux étages de puissance, gauche et ici le droit, est pratiquement identique. Donc vous le voyez ici, je suis en train de prélever les courants de repos sur les points de mesure dédiés à cet effet. Et rien ne peut justifier une mise en protection en dehors de la détection thermique qui est fixée ici sur le radiateur. Cette protection est correctement raccordée à la carte mère, vous le voyez ici. Elle fonctionne très bien, donc le niveau de tension varie correctement en fonction de la température. Et je vais vous montrer à la caméra thermique que ne serait-ce que pendant le petit laps de temps de cette vidéo, la température des composants de puissance devient déjà très importante. On atteint le seuil de pratiquement 60 degrés sur les transistors de puissance, ainsi que sur le pont de diode de l'alimentation qui se situe ici au milieu du dissipateur. Donc j'essaie de pointer le mieux possible. Donc on a un pont de diode à 55,7 degrés. Donc cet appareil n'est vraiment pas conçu pour faire de l'utilisation à fort niveau, et particulièrement si l'impédance des enceintes des clients est relativement faible. Donc je ne sais pas quelle est la mention exacte à l'arrière de ce matériel. Je vais essayer de le bouger sans déconnecter mes appareils de mesure. Et on a l'indication de l'impédance ici, où l'on préconise une impédance minimale de 4 ohms si on utilise un seul système de haut-parleurs. Donc je pense que c'est le cas, hein. Il est très difficile de trouver des enceintes dont l'impédance
est inférieur à 4 ohms. Par contre, si le client en utilise une seule paire, il faut impérativement que le minimum soit de 4 ohms. S'il utilise deux paires, il faut dans ce cas que l'impédance minimale soit de 8 ohms pour chaque enceinte. Donc je vais remettre le volume au niveau qu'on m'a indiqué, donc c'est-à-dire à peu près à 30% de sa course maximale. Et vous le voyez ici d'ailleurs, avec très peu de variation, on a une augmentation très importante de l'énergie qui circule dans les étages de puissance, puisque le niveau à ces seuils de réglage varie très rapidement. Vous le voyez ici, on est à moins 4,9 décibels par rapport au niveau maxi 0 dB. Donc c'est vraiment pas le type d'utilisation pour lequel est conçu cet ampli. Il s'agit vraiment d'un ampli pour une utilisation Hi-Fi à niveau modéré, donc à un niveau moyen de 10 watts. Et là, à cette graduation, on est déjà au-delà de 10 watts, puisqu'on est à moins 5 décibels de la puissance maxi. Donc je vais revenir en volts. Donc on est à 12 volts 42, ce qui correspond sur mes charges à... Le temps que je fasse le petit calcul. Ce qui correspond à 19,28 watts. Donc c'est vraiment pour ce petit ampli un niveau déjà très important. Et un niveau surtout que cet appareil n'est pas conçu pour tenir pendant des heures et des heures. Donc je vais néanmoins le laisser en test. J'ai vérifié la consommation, donc je vais vous le remontrer si j'arrive à déverrouiller mon smartphone. Hop, puisque j'ai un petit système de mesure d'énergie sur le secteur, donc je vais attendre que l'application se mette en service correctement. Et vous le voyez ici, on est déjà à une consommation de 134 watts pour un niveau donc de... J'ai malheureusement perdu ma référence en décibels. Donc là, je reviens en décibels 8 ohms. Je vais reprendre la graduation de 0 décibels que vous voyez ici. On est à la limite de la saturation. Je fais une calibration à 0 du décibelmètre. Et je vais descendre à mi-puissance, donc à moins 3 décibels. Puisqu'il faut savoir que tous les 3 décibels, on double la quantité d'énergie. Je vais essayer de m'approcher le plus possible de moins 3 dB. C'est pas évident car il s'agit d'un volume qui n'est pas suffisamment fin pour pouvoir le faire. Donc j'arrive à 2,93 décibels. Et à ce niveau, on est à 15,62 volts en sortie sur des charges de 8 ohms. Ce qui correspond à une puissance de 30 watts. Donc vous le voyez, le peu de variation de la course du potentiomètre volume a tout de suite une incidence très importante sur le niveau de sortie. Donc on passe de 20 watts à 30 watts. Et cet appareil, au vu de sa conception, n'est pas conçu pour tenir ce type de puissance pendant une longue période pendant un long laps de temps. Donc ça se voit au niveau de l'énergie consommée. Cet appareil absorbe déjà 163 watts, alors que sa consommation maximale se situe à 220 watts. Donc je suppose que les problèmes que rencontre le client sont dus à une charge trop importante, une sollicitation trop importante de cet ampli. Ce que je pourrais lui conseiller, c'est de faire contrôler l'impédance de ses enceintes. Il ne s'agit pas d'en vérifier le bon fonctionnement, mais de vérifier que la courbe d'impédance est stable sur toute la plage de fréquences. Particulièrement à des basses fréquences, on a certaines marques d'enceintes qui ont des bosses dans la courbe d'impédance, et des bosses ou des creux, hein, bien sûr. Et malheureusement, certaines enceintes ont une impédance qui descend sous les 3 ohms à certaines fréquences. Donc dans ce cas, on a vraiment une augmentation de l'énergie. Vous le voyez ici sur des charges de 8 ohms. À mi-puissance, on a déjà une énergie très importante qui circule dans les étages de puissance.
Et il faut être conscient que cette énergie est pratiquement doublée si on divise par 2 l'impédance de charge. Donc, me concernant, je ne vois pas ce qui pourrait, en dehors d'une chauffe trop importante et d'une charge trop intense, faire en sorte que cet appareil se mette en sécurité. Malheureusement, nous n'avons pas sur ce modèle d'information et de mémorisation de données de mise en protection. Donc néanmoins, les étages sont correctement polarisés, la puissance est tenue, il n'y a aucun affaiblissement de l'alimentation, il n'y a pas de distorsion de raccordement. Vous pouvez le constater, l'énergie consommée par les étages de puissance est pratiquement identique. Donc il faut savoir qu'au vu de l'architecture de ce type de produit, on n'a jamais une symétrie absolument parfaite. C'est pas un ampli double mono. Un ampli double mono est équipé de 2 transformateurs, 2 étages de puissance totalement indépendants. Là, les étages de puissance se partagent l'énergie de ce seul et unique transformateur. Et comme l'architecture interne n'est pas parfaitement symétrique, on a toujours un décalage entre les 2 canaux lorsqu'ils sont en charge. Je vais mettre brièvement le volume à 0 pour m'assurer que les courants de repos se stabilisent aux alentours de 8 mV. Donc ça met un certain temps à se stabiliser, un signe de l'inertie du dissipateur qui est déjà très chaud. Je vais d'ailleurs faire attention à mes petits cordons de mesure ici, qui sont assez sensibles à la température, ceux-là, qui risqueraient de fondre et d'occasionner des petits problèmes. Donc voilà, on a une descente très difficile en température, signe qu'on a affaire vraiment à un appareil qui n'est pas dédié à une écoute à forte puissance. Puisqu'au réglage au repos, j'étais tout à l'heure aux alentours de 8 mV, et là l'ampli peine à dissiper l'énergie, l'excédent d'énergie accumulé par le dissipateur. Vous le voyez, on a énormément de mal à descendre en température. Donc c'est lié à l'architecture de l'appareil, à sa conception et à l'utilisation pour laquelle il est dédié. Donc en aucun cas, manifestement, cet appareil n'est prévu pour une utilisation prolongée à fort niveau d'écoute. Donc vous le voyez, après plus d'1 minute de repos, l'appareil ne s'est toujours pas stabilisé à son réglage de courant par défaut. On reste sur une valeur relativement élevée et le dissipateur reste chaud. Je vais en prendre la température en redémarrant ma caméra thermique. On a un dissipateur qui est encore aux alentours de 45 degrés. Si je prends son point milieu, donc je vais allumer le pointeur ici, voilà, on a un dissipateur à 47,3 degrés à sa position centrale ici au-dessus du pont de diode. Donc cependant, il n'y a aucune anomalie, aucun dysfonctionnement. Les étages de puissance sont correctement polarisés, cet appareil est correctement alimenté puisque l'alimentation tient la pleine charge, sans faiblesse, sans faire claquer le fusible de protection du secteur. Le filtrage est de très bonne qualité. On a vraiment affaire à un chouette petit ampli hi-fi, mais malheureusement, il comporte le mot petit, c'est-à-dire qu'il n'est pas dimensionné vraiment pour une écoute prolongée à un niveau soutenu. Donc je vais poursuivre bien sûr ma phase de test, mais si on se réfère à l'indication que j'ai sur la fiche de SAV, donc à 30% de volume, comme vous pouvez le constater, cet appareil est déjà à un niveau d'énergie très important. Bon, je vais vous montrer d'ailleurs à son niveau maxi que j'atteins ici. Il faut que je quitte la position millivolts. On est à 474. 480, toujours un petit peu plus pour le canal gauche. Et si je descends à la position qu'on m'indique, on est
à 270 déjà. Donc vraiment à un niveau très important. Donc je suis convaincu que les coupures sont dues à la captation de température ici, qui est parfaitement normale. Ils ont déterminé un seuil. Malheureusement, nous ne pouvons pas intervenir sur le seuil déterminé par Pioneer. Ça a été fait en laboratoire au moment de l'étude et la conception de ce produit. Nous ne sommes pas autorisés à modifier cela. Donc lorsque le seuil de température du dissipateur est atteint, forcément on a une information qui va vers le contrôleur et qui demande l'arrêt du fonctionnement complet en raison d'une température qui est déterminée comme trop élevée. Donc au vu des réactions de cet appareil, il s'agit d'un très bon ampli hi-fi, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre cet ampli n'est absolument pas taillé pour une écoute prolongée à niveau soutenu. Bon, je vais arrêter ici ma vidéo, je vais poursuivre bien entendu mes essais. Je vais vérifier rapidement, avant d'arrêter la vidéo, la réponse en signal carré, qui est un très bon indicateur de la qualité de l'alimentation. Et vous le voyez ici, comme la plupart du temps chez Pioneer, il n'y a aucun doute. On injecte un signal carré, il ressort parfaitement carré, dans la mesure où on est en mode direct. Donc vraiment, aucun dysfonctionnement n'est à noter sur cet appareil, l'alimentation est de très bonne qualité. La puissance maxi est obtenue très facilement, mais malheureusement il faut que ce soit uniquement du ponctuel et aucunement une utilisation soutenue, puisque le dissipateur et les étages de puissance montent très facilement en température. Vous le voyez ici avec à peu près 1% de saturation. Je suis à une mesure de courant de repos de 536. Vous voyez ici la distorsion des deux canaux. Mais cependant, le niveau est parfaitement soutenu. Et on a dans ce cas, par ailleurs, je vais en faire le calcul, 21,87 volts, on va être généreux. 21,87 au carré sur mes charges. Il s'agit donc d'un ampli de 60,8 watts. 59,8 watts, pardon. Je dis 60 en arrondissant par défaut. Et donc à un tiers, on est largement déjà à mi-puissance. C'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, avec un niveau de 30 volts, de 30 watts, pardon, soit une tension de 15 volts. Donc celle sur laquelle je retombe à peu près en agissant sur le commutateur volume, sur le potentiomètre volume. Donc il n'y a aucun doute, hein, cet appareil a suffisamment d'énergie pour atteindre sa puissance maximale. Il ne se met pas en sécurité. Chargé ici sur des charges d'aile, il s'agit de charges de laboratoire, hein, des résistances de précision de 250 watts. Et aucun paramètre électrique ne peut justifier une coupure, si ce n'est la détection de température, ici faite par le capteur thermique qui est monté sur le radiateur. Donc j'arrête la vidéo, je poursuis mes essais, et malheureusement nous ne pouvons pas intervenir de manière à ce que l'appareil puisse soutenir cette puissance sur un laps de temps plus long que 1 heure à 1h30 comme nous l'indique le client. Donc il faut absolument vérifier la courbe d'impédance des enceintes. Peut-être que les enceintes ne sont pas parfaitement adaptées à cet appareil. Ou bien le client, s'il a besoin de plus de puissance, doit acheter un appareil plus puissant. Donc je vais essayer de voir les caractéristiques sur internet puisque je ne les connais pas de tête. Le Pioneer A40 est indiqué pour une puissance maxi de 2 fois 30 watts uniquement. Vous le voyez ici. Donc moi j'arrive à en tirer beaucoup plus, hein, puisque là on est sur une puissance continue. Donc c'est les normes constructeurs, les normes de mesure constructeurs. Mais j'ai réussi à tirer, comme vous avez pu le voir, assez facilement 2 fois 60 watts. Donc soit le double de la puissance qui est préconisée par le constructeur. Donc cet appareil répond parfaitement à ces caractéristiques. Je vais demander au client de vérifier son installation et puis apparemment il est sur des conditions d'utilisation
qui ne lui correspondent pas. Donc il faudrait peut-être réfléchir à passer sur un ampli avec une puissance plus élevée.